Bienvenue, bonjour à tous. Bienvenue pour cette deuxième rencontre grand témoin de cette année scolaire. Merci d'avoir répondu présent à cette invitation. Je me présente, du coup, moi je suis François, je vais avoir le rôle un petit peu voilà, de passeur de micro et de passeur de parole sur cette heure et demie que nous allons passer ensemble. Rapidement, resituer un petit peu cette rencontre grand témoin. C'est une rencontre qui s'inscrit dans un programme qui est mené avec la région et l'académie sur l'accompagnement d'établissements scolaires dans le cadre de projets de culture scientifique, un programme qui s'appelle Pratique de chercheurs. Je regarde Virginie pour m'assurer que c'est bien Pratique de chercheurs. Donc Virginie, certains d'entre vous, ou peut-être même tous parmi vous la connaissent, c'est elle qui pilote toute cette rencontre. Donc là, elle s'est cachée dans la salle et elle m'a confié le rôle d'animer cette rencontre ici avec vous. Donc merci à tous d'être présents. On a pour une petite heure et demie en présence de Lionel Commal. Oui, bonjour à tous. Lionel qui arrive de Dijon. On aura le temps de repréciser un petit peu rapidement, mais tout à l'heure le sujet, donc ce sera lui, notre grand témoin. Voilà, un grand témoin, c'est par exemple Lionel Commal qui est ici pour nous parler du sujet de ce jour, celui que vous avez affiché ici, qui est la question de la transition énergétique. Quelle place pour l'hydrogène? Alors, peut-être que certains parmi vous ont déjà entendu ce terme de transition énergétique, j'espère en tout cas, pour la plus grande partie. Peut-être moins cette question de l'hydrogène, sauf si vous avez préparé un peu pour certains en amont cette rencontre. Donc on va essayer de réfléchir sur ces questions-là. Vous aurez l'occasion aussi peut-être de vous exprimer avec nous tout au long de cette heure et demie que nous allons passer ensemble. Donc si on a choisi ce thème, c'est parce qu'il se trouve qu'au Dôme, nous sommes aussi en dialogue et en activité dans le cadre d'un programme de recherche auquel est associé justement Lionel qui arrive de Dijon, qui s'appelle le programme TETIS, qui vient questionner ces questions de transition énergétique et d'hydrogène. Vous savez peut-être que la question du stockage, de la production, même de la consommation d'énergie sont au cœur des grands défis des années à venir et aussi d'actualité, que des questions se posent sur comment est-ce qu'on peut produire plus d'énergie, comment stocker plus d'énergie, sachant que les moyens augmentent chaque jour, et comment est-ce qu'on peut alimenter justement ces besoins énergétiques de milliards de personnes, sachant que la production d'énergie, elle est de plus en plus gourmande en matières premières et qu'il faut aussi trouver d'autres façons de produire cette énergie et que notamment une partie des réserves diminue là-dessus. Donc voilà en partie des questions qu'on va essayer d'aborder sur cet après-midi, petite après-midi. Lionel, donc, qui arrive de Dijon, comme je l'ai dit, titulaire d'une thèse dans le domaine des piles à combustible. Oui. Piles et combustible, on aura le temps d'y revenir aussi pour préciser un petit peu de quoi il en retourne, qui arrive du laboratoire interdisciplinaire Carnot, donc en Bourgogne, l'ICB, je ne sais pas, on verra, voilà. C'est super, c'est ce qui est marqué. Tout en haut. Tout en haut, on a même le petit logo, impeccable. Et l'idée, c'est de passer un petit peu de temps avec lui pour nous expliquer de quoi il en retourne. Donc, je le disais, il est membre de ce programme de recherche qui nous associe avec l'Université de Bourgogne et aussi ici l'Université de Caen qui est associée. C'est pour ça qu'on a fait appel à lui. On va parler beaucoup de matériaux, de synthèse de matériaux. Il se trouve aussi qu'ici en Normandie, hein, on a aussi des laboratoires qui travaillent sur la question des matériaux, synthèse des matériaux, mais on a fait le choix de faire venir Lionel de Dijon. Donc, on travaille ensemble, je le disais, Lionel. Je voulais justement, on mangeait ensemble juste avant, tu m'as dit qu'en fait, vous travaillez peu finalement avec des régions en France, mais que tu avais le plaisir de travailler avec des personnes en Italie et en Allemagne. Donc oui, c'est ça. Alors dans le cadre de nos recherches, nous avons ce fameux projet ANR-TETIS qui est fait interrégional, mais plutôt national. Et aussi, j'ai la chance de pouvoir travailler avec d'autres acteurs de la communauté européenne, hein, notamment des laboratoires de recherche italiens, allemands, voire même internationaux. On a des relations, j'ai oublié de le souligner tout à l'heure, avec le Japon. Donc ça permet un peu de cette recherche. Ce qu'il va falloir voir, c'est que ce que je vais vous présenter, ce n'est pas ce que l'on fait nous ou ce que je fais moi, mais il y a toute une équipe qui est derrière, bien entendu. Je ne suis pas tout seul, donc Lionel Commal, mais derrière, il y a toute une équipe de recherche, un laboratoire et potentiellement d'autres acteurs, donc à minima européens, voire mondiaux. Et donc Lionel, vous êtes enseignant-chercheur. Enseignant-chercheur, exactement. Et se poser la question, voilà, enseignant-chercheur. Alors avant de vous demander qu'est-ce que c'est qu'un enseignant-chercheur, on voulait vous poser à vous déjà de savoir si vous saviez ce que c'est qu'être enseignant-chercheur, ce que c'est qu'un enseignant-chercheur, et ça va nous permettre surtout de vous permettre de tester cette petite feuille dont je vous parlais tout à l'heure. Donc dans vos mains, vous avez une feuille avec 4 couleurs. Et elle va vous amener, elle va vous permettre de voter
pendant toute cette conférence. Vous avez tous la feuille de 4 couleurs, qui n'en a pas? Ok, impeccable. Et vous avez vu Stéphane ici. Bonjour Stéphane, il a un téléphone. Et à un moment, on va vous demander de voter. Et pour voter, il faudra me montrer cette feuille, face colorée vers moi. Et au dos de cette feuille, vous avez des lettres. Qu'est-ce que vous voyez comme lettres derrière? Super. Si bien que si vous mettez votre feuille face à moi, couleur face à moi, il y a une de ces 3 lettres que vous arrivez à lire. On est d'accord? Voilà. Donc soit c'est le B, soit c'est le C, soit c'est le D dans la façon dont vous orientez votre feuille. Donc c'est ça qui va vous permettre de voter. Donc par exemple, si vous voulez voter B, il va falloir que vous arriviez à lire B. Si vous voulez voter D, il faut que vous arriviez à lire D. Est-ce que la consigne est comprise? Ouais? On va faire un premier test du coup? Bien. Alors, du coup, la question, qu'est-ce qu'un enseignant-chercheur? On voulait vous faire... Donc, qu'est-ce qu'un enseignant-chercheur? Vous avez bien entendu 4 réponses. Donc A, B, C, D. Maintenant, à vous de répondre. Et j'aurais même envie de dire, Tenez. vous mettez face à Stéphane Ouais, la feuille. mettez-vous bien C'est lui face, qui prend la photo. Caméra là-haut, c'est lui qui prend la photo. C'est bon? C'est bon pour vous? Donc pour vous, un enseignant-chercheur, c'est quelqu'un qui, petit a, travaille dans un labo clandestin. Petit b, cherche dans le sable avec un détecteur. Petit c, donne des cours devant des étudiants. Ou petit d, passe sa journée à écrire des formules mathématiques. Donc A, le labo clandestin, B, dans le sable avec un détecteur, C, devant les étudiants, et D, les formules. Donc, le vote a déjà été fait? Stéphane? C'est bon? Donc là, ce qui se passe, c'est que notre super intelligence artificielle est en train de calculer tous les votes qui ont été faits. On va essayer de les afficher. Voilà, c'est la séance de test qu'on fait en direct avec vous. Est-ce que déjà, il y en a une qui est bonne parmi les 4? Il y en a au moins une de bonne. Au moins une, Au moins peut-être une. d'autres. Ok. Suspense? Bon, peut-être en attendant qu'on arrive à avoir l'affichage. Faut que je continue de meubler, c'est ça? Ok, super. On y reviendra. Vous nous faites signe quand vous avez l'affichage, qu'on ait les résultats total, et puis je vais laisser la parole. Du coup, pour toi, c'est Donc, chercher alors, dans le sable, non? C'est ça? non, bien entendu, non, ce serait bien agréable d'être en bordure de mer comme ça toute la journée. Néanmoins, il fallait répondre bien sûr C. Alors là, on me voit tout au fond, en bas, en petit, en train d'enseigner finalement à des étudiants, puisque comme on l'a dit, si vous regardez, enseignant-chercheur, donc 2 casquettes qui me sont attribuées. La première, le rôle d'enseignant, donc comme vous êtes à peu près tous des étudiants, c'est un peu pareil que vos professeurs. En ce qui me concerne, donc j'officie. Les étudiants qui me supportent sont des futurs ingénieurs de l'ESIREM, une école donc d'ingénieurs en matériaux qui se situe à Dijon. Et j'enseigne essentiellement donc pour des personnes post-bac, entre 18 et 25 ans, donc on les emmène jusqu'au titre d'ingénieur bac plus 5. Mes domaines de prédilection, alors ça risque de gratter un peu, mais c'est la chimie du solide, la thermodynamique chimique, cristallographie chimique, métallurgie, en gros tout ce qui a trait à ce qu'on appelle les matériaux inorganiques. Matériaux inorganiques, c'est notamment le verre, les aciers et particulièrement les céramiques. Et je vais insister sur ce dernier point, puisque là, si c'est ma casquette d'enseignant que je viens de vous présenter, j'ai une deuxième casquette donc de chercheur. Je suis affilié au laboratoire ICB, laboratoire interdisciplinaire Carnot de Bourgogne. Le magnifique logo que j'ai remis en grand ici, comme ça vous ne pouvez pas le rater. Donc c'est un laboratoire interdisciplinaire, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs disciplines abordées, les interactions, contrôle quantique, nanosciences, photonique, procédés métallurgiques. Ce qui nous intéresse, nous, c'est matériaux, enfin ce qui m'intéresse moi, et de la mécanique. Donc, sur quoi je travaille préférentiellement dans le domaine des matériaux? Ça va être les matériaux pour l'énergie, et notamment les matériaux pour l'énergie et surtout les céramiques.
donc des céramiques employées pour fabriquer, enfin faire consommer de l'énergie. On va voir après. Mon job, c'est de développer des matériaux. Alors, qu'est-ce qu'on entend par développer des matériaux? C'est finalement synthétiser de nouveaux matériaux qui n'existent pas, qu'on met en forme. C'est ce qu'on voit ici, là, c'est ce genre de poudre jaune. Hein. Ça, ce n'est pas issu d'un laboratoire clandestin comme sur la première cliché. Une fois qu'on a ces matériaux, on va les mettre en forme, sous cette forme-là. Là, ici, donc, on a, après la mise en forme, des clichés qu'on a en microscopie électronique à balayage. Hein, c'est un microscope un petit peu plus évolué. Et on voit ici une coupe de ces matériaux, avec différentes couches, hein, disposées les unes sur les autres pour des applications particulières. Une fois qu'on a obtenu ce que l'on souhaitait, hein, ici c'est par exemple une pile à combustible, on va tester cette pile à combustible, voir quelles sont les performances délivrées par ce genre de système. Pile à combustible, on pense bien sûr énergie, production d'électricité. Là je vais faire toute la suite de mon discours là-dessus. Mais on va tester donc ces piles et on va avoir une boucle de rétroaction, à savoir est-ce que ce que l'on a fait, ce que l'on a créé est positif, a un impact positif sur les systèmes, est-ce que ça a un impact négatif, etc. Le but ultime est bien entendu d'améliorer la durabilité des matériaux, c'est-à-dire de faire en sorte que les matériaux durent plus longtemps, hein, plus ça dure longtemps finalement et moins ça coûte cher, et également de rendre les systèmes viables, c'est-à-dire de faire juste en sorte qu'ils puissent fonctionner. Donc à présent, on va s'intéresser à l'énergie, au vecteur énergétique. Alors, tu as cité plusieurs fois le mot énergie. Vecteur énergétique, peut-être que c'est plus compliqué que ça pour vous. Alors, là, j'ai un signe là-haut. Est-ce que ça veut dire que vous êtes sûr que ça fonctionne? Vous voulez peut-être me montrer le résultat de la première diapo, c'est ça? Alors voilà le résultat du premier vote, avant de passer au premier. Il s'affiche. Ah, merci. Donc on va jouer au même jeu de façon à obtenir ça. Donc Stéphane va pouvoir se rapprocher. Donc, je laisse passer la slide. Pour vous, l'énergie, c'est quoi? Donc là aussi, 4 propositions. Vous avez vu que cette fois-ci, c'est écrit, c'est marqué. A, c'est indispensable et polluant. B, c'est quelque chose qui pollue mais qui ne devrait pas polluer. C, c'est quelque chose qui pourrait être renouvelable. Et D, c'est un problème depuis l'âge de pierre. Donc pour vous, l'énergie, c'est quoi? Vous montrez bien sûr votre image, vous votez, vous montrez votre image à Stéphane qui nous dit 1, dès que tout le monde est bon, 1, 2, 3, c'est bon. C'est bon, super. Alors, nous allons attendre leur tour. Qu'est-ce qu'il fallait répondre le temps que du coup, on a déjà, donc c'était quoi? C'est quelque chose qui pourrait être que renouvelable. Qui pourrait être... Qui ne pourrait être que renouvelable. Avec quand même 22 personnes sur le A, indispensable et polluant. Donc voilà les deux grandes... Allez, une tendance. Alors effectivement, il n'y a pas de réponse juste ou de réponse, je dirais fausse, hein, c'est plutôt un ressenti. Alors indispensable et polluant, on va penser tout de suite à des types d'énergie. Type d'énergie polluante, et ça j'y reviendrai vraiment en long, en large et en travers. Qui est un problème depuis l'âge de pierre, donc c'était le D. Depuis l'âge de pierre, effectivement, on a besoin d'énergie. Alors ça peut être vu comme un problème, c'est ce qui fait aussi avancer notre société, chercher de nouvelles sources d'énergie, ce qui a permis certaines révolutions industrielles, qui polluent mais qui ne devraient pas polluer. Alors ça c'est pareil, ça rejoint un peu la réponse A, on va voir que c'est peut-être pas le cas, et qui pourrait être que renouvelable. Alors ça c'est le vœu pieux qu'on veut atteindre, et on verra que ça risque d'être relativement compliqué. Donc, mais une grande majorité de personnes dans la salle qui pensent que non, ça peut n'être que renouvelable. Et ça va être l'objet justement de tout mon discours. On va essayer de tendre vers des énergies plus renouvelables. Donc pour définir cette notion d'énergie, j'ai commencé à vous exposer donc des définitions sur l'énergie. Qu'est-ce que l'énergie? Alors je me suis basé sur des grands sites de recherche classiques. Wikipédia, je vais me faire l'honneur de vous lire ce qui est donné. L'énergie, je suis obligé de la lire mon speech parce que c'est... L'énergie est un concept relié à ceux d'action, de force et de durée. La mise en œuvre d'une action nécessite de maintenir une certaine force pendant une durée suffisante pour vaincre les inerties et résistances qui s'opposent à ce changement.
L'énergie, qui aura été nécessaire pour accomplir finalement l'action envisagée, rend compte à la fois de la force et de la durée pendant laquelle elle aura été exercée. Bien, c'est une définition de l'énergie. Alors, vous, je ne sais pas, mais moi, ça me paraît complètement abscon. Si vous arrivez à comprendre ce qu'est l'énergie avec cette définition, je vous tire mon chapeau. Donc, j'en ai cherché une autre. Je me suis dit, ça ne fonctionne pas très bien. On va regarder sur le Larousse, qui est quand même assez édité. Donc, c'est une grille. Alors, eux, ils sont pas mal aussi. Grandeur caractérisant un système physique gardant la même valeur au cours de toutes les transformations internes du système, c'est ce qu'on appelle la loi de conservation, et exprimant sa capacité à modifier l'état d'autres systèmes avec lesquels il entre en interaction. Deuxième définition, deuxième interrogation, on ne comprend toujours pas simplement ce qu'est l'énergie. Finalement, on parle de quelque chose, autour de vous, on vous a même posé une question sur l'énergie, les problèmes, mais il est très difficile de le définir. Heureusement, il y a des gens sur des forums qui ont un aspect pédagogique un peu plus poussé peut-être que les autres, et qui ont défini l'énergie comme une capacité à modifier un état, à produire un travail entraînant un mouvement, ou générant un rayonnement électromagnétique, la lumière ou de la chaleur. Donc à partir de cette définition, on va pouvoir savoir à quoi sert l'énergie finalement. Alors si on regarde, entraînant un mouvement, c'est ce qu'on appelle donc tout ce qui est vraiment mobilité, donc automobile, avion, bateau, etc. On a besoin d'énergie pour faire déplacer un corps, donc comme ces objets-là. Ensuite, ça peut produire de la chaleur. Ici, c'est juste une chaudière. Donc, l'énergie est utilisée la plupart du temps, ou dans pas mal de foyers, enfin dans tous les foyers même, pour pouvoir se chauffer. Ça produit un rayonnement électromagnétique. Un rayonnement électromagnétique, c'est quoi? C'est de la lumière. L'énergie, vous l'utilisez pour faire de la lumière. Enfin, vous allez, grâce à l'énergie, modifier un état ou produire un travail. C'est ce qui revient à créer des objets. Donc, vous avez besoin d'énergie pour distribuer les objets, mais également pour les mettre en forme et obtenir les objets du quotidien, que ce soit le smartphone qui est présenté ici ou les chaises sur lesquelles vous êtes assis. En gros, l'énergie, ça sert à quoi? Ça sert à faire fonctionner toute notre société. Sans énergie, pas de mouvement, pas de lumière, pas de chaleur, pas de produit. Pas grand-chose. Mais l'énergie, on a souvent du mal à la quantifier. C'est-à-dire vous, en ce moment, vous êtes assis, vous consommez de l'énergie, il y a au moins les lumières, mais on a du mal à savoir finalement quelle est l'énergie nécessaire au bon fonctionnement de votre quotidien. Alors pour essayer de vous donner une image, j'ai pris donc un exemple de quelqu'un, de Robert Forstermann, un cycliste sur piste allemand, donc médaillé de bronze en 2012 pour donc la vitesse sur piste en vélo. Donc c'est quand même une belle bête, si vous regardez, 1m74, 95 kg, des cuisses énormes. Et on va s'intéresser à ce que cet homme-là est capable de produire comme énergie pour alimenter quelque chose. François, je te repasse la main. Et pour ça, à nouveau, on vous invite à voter. D'après vous, petite question comme ça. Donc vous avez vu l'ami Robert, vous avez vu le gabarit. La question c'est, d'après vous, peut-il alimenter un grille-pain correspond à peu près à 700 watts. Peut-être qu'on pourra repréciser un peu watts et autres tout à l'heure. Petit B, un micro-ondes, 600 watts. Petit C, une plaque électrique, 1200 watts la plaque électrique. Ou un frigo, basse consommation, 300 watts. Donc 700, 600, 1200, 300, ABCD à nouveau. Et à nouveau, vous levez. Il n'y a pas. Ça ne sert à rien de tricher. Dites-nous votre idée. Enfin, ne copiez pas sur le voisin. J'en vois qui regarde. Tu dis quoi, toi? C'est bien sûr à Stéphane qu'on monte la réponse. Et Stéphane, dès que tu es bon, 1, 2, 3, c'est bon. Merci. Et alors là, le lien se fait. Donc B, un petit micro-ondes. Donc 600 watts. Alors ce serait marrant de voir à peu près comment se répartissent. Il y a un gros paquet de roses là-bas à droite, plutôt des verts. Donc c'était soit B, soit A, donc le grip. 600, entre 600 et 700 watts. C'est plutôt bien, comme estimation. Alors du coup, si on peut... On va rebasculer du coup pour avoir la réponse du coup de ce qui a été fait. Effectivement, donc c'est un grille-pain de 700 watts.
Donc, Robert Forsterman peut alimenter un grille-pain de 700 watts, et on va le voir même à l'œuvre. Grâce à cette vidéo, donc 700 watts, hein, c'est une unité de mesure d'énergie, hein, ça va être couplé à des joules. Vous pouvez trouver cette vidéo sur YouTube, appelée The Toaster Challenge, et on voit donc notre ami Robert qui pédale de façon à délivrer donc une puissance de 700 watts. Donc, ce qui équivaut à une vitesse de 50 km/h. Donc ça, pour ceux qui font du vélo, ça commence déjà à être relativement rapide. Là, on a le cardio qui augmente à côté, c'est ça? Ouais, c'est le cardio qui est à côté, 174. Alors, là, ils mettent un petit peu de pente parce que c'était un peu facile pour Robert, donc on va le faire pousser un petit peu plus. On voit qu'il ne ménage pas son effort tout de même. Et là, c'est donc filmé en temps réel, hein. On voit vraiment, vous avez donc le grille-pain qui est directement couplé au vélo de Robert, de façon à obtenir l'énergie suffisante. Et c'est quoi? C'est une dynamo derrière, tu sais ce qu'il y a ou pas? Je pense qu'il y a une dynamo, puis en dessous, il y a une petite batterie qui récupère et redistribue directement. Donc c'est toujours en temps réel, ça y est, Robert a fini, et il obtient sa tranche de pain de mie. Donc voilà, si vous voulez griller votre pain et faire comme Robert, voilà l'effort que vous devriez fournir. Ça dure à peu près 1 minute 15 d'effort intense pour obtenir une tranche de pain de mie grillé. Une tranche. Une tranche. 2 aurait été pareil, c'était un double. Mais néanmoins, là pour le coup, il a fait qu'une tranche. Donc on voit quand même que c'est assez éprouvant et on se rend compte que pour une tranche de pain de mie, on a besoin d'une certaine quantité d'énergie. C'est ce qui est noté ici. Alors, 0,21 kWh, je vais traduire après. Le Robert, en gros, c'est 21 Wh pour un toast, pendant 1 minute 15 d'effort. Si vous voulez faire 1 km avec une voiture, vous utilisez 540 Wh, il vous faut environ 25 Robert, qui pédalent pendant 1 minute pour faire 1 km pour une voiture. On va aller un peu plus loin. Je parlais tout à l'heure de consommation d'énergie induite, hein, dans les foyers. Si vous regardez la consommation électrique par foyer, par ménage, en 2007, elle était établie en moyenne à 4710 kWh. Donc on multiplie par 1000. Il nous faudrait donc 225 285 Robert qui pédaleraient pendant 1 minute 15. Pour rappel, la 10e ville de France, qui est Lille, contient 232 000 habitants. Donc pour un foyer, il faudrait que les habitants de Lille soient très motivés et pédalent pendant 1 minute 15 à fond les ballons. On a déjà fait l'expérience. On pourrait s'interroger de le faire au moins une fois, c'est qu'une minute, il faudrait beaucoup de vélo. Non mais 1 minute à 700 watts, c'est impossible. Pour nous, commun des mortels. C'est surtout pour vous dire qu'on a des besoins énormes en énergie. On ne s'en rend pas compte, mais on consomme énormément d'énergie. Sans rien faire, hein, juste, je vous dis, rien qu'un foyer, ça consomme énormément d'énergie. Alors heureusement, et c'est ce qui ramène un petit peu, ce qui renvoie à une des questions sur l'énergie, on a de l'énergie, ça, on en a. On a ce qu'on appelle essentiellement 2 types d'énergie. Les énergies renouvelables, qui sont classées en plusieurs clans. Tout d'abord, les énergies fossiles, et là ça renvoie un petit peu à cette notion de pollution, hein, beaucoup l'ont cité, on en parle beaucoup. Énergie fossile, première énergie, le pétrole. Alors je dis toujours, pour moi c'est une énergie formidable, le pétrole. Alors certains me disent pourquoi, parce qu'elle est facile à extraire. On en trouve quand même des quantités invraisemblables. Ça a mené quand même à des révolutions industrielles. Ça a une densité énergétique très très forte, c'est-à-dire que pour 1 tonne de pétrole, on a l'équivalent, hein, si on revient, donc j'ai converti en kilowattheure, mais si on revient au Robert, on a 554 000 Robert dans 1 tonne de pétrole. Après, on a le charbon, bien entendu, énergie fossile. Alors cette fois-ci, je suis moins enthousiaste. Énergie très polluante, hein, qui a été à l'origine de la première révolution industrielle, mais qu'on a vite arrêtée dans les villes à cause du tort qu'elle causait à la santé. Autre énergie employée, donc le gaz. Hein, on a à peu près 10 000 kW pour 1000 m3. Donc ça, ce sont des énergies renouvelables. Dans les énergies renouvelables, il y en a une qu'on a souvent tendance à oublier, c'est le nucléaire. Le nucléaire, énergie non renouvelable, hein, l'uranium, on ne le renouvelle pas facilement, mais par contre, densité d'énergie énorme. Hein, je veux dire, pour 1 tonne, cette fois-ci, d'uranium,
il nous faudrait 7 milliards 190 millions de Roberts, à savoir la population mondiale. Donc dans une tonne d'uranium, vous avez énormément d'énergie. Alors, je vais remettre un petit peu en parallèle donc, cette notion d'énergie en revenant à la définition du foyer. Donc finalement, par an, pour le foyer, on a toujours la même consommation énergétique, 4944 kWh. Donc vous allez consommer au choix, c'est pas tout, mais soit 404 kg de pétrole, soit 654 kg de charbon, ou 471 mètres cubes de gaz, ou 30 grammes d'uranium pour satisfaire vos besoins en énergie. Et là, il y a un gros bémol à apporter, c'est uniquement la consommation électrique. C'est ce que vous utilisez pour recharger vos portables, regarder la télé, mettre en route le micro-ondes, etc., etc. Mais ça ne tient pas compte ni de votre mobilité, ni du fait que vous mangez quand même tous les jours, que vous êtes habillé, que vous avez des biens de consommation. Tout ça, bien sûr, n'est pas compté ici dans votre consommation énergétique. Donc vous consommez encore bien plus d'énergie que ça. Autre type d'énergie, et là on en revient toujours à cette première question, les énergies renouvelables. C'est plus difficile à quantifier, parce qu'il y en a qui vont être intermittents, d'autres qui vont être continues. Mais ce sont des nouvelles formes d'énergie qui sont en pleine expansion. Alors, il y en a qui sont la géothermie, par exemple, les hydroliennes qu'on va placer au fond des fleuves, les barrages hydroélectriques, photovoltaïques, éoliens, centrales à biomasse. Il y a pas mal de types d'énergie renouvelables qui sont en plein développement et en plein boom. Alors justement, maintenant qu'on a vu énergie renouvelable et énergie non renouvelable, on va s'intéresser à quel type d'énergie on consomme à l'échelle mondiale. Là, on va sortir un petit peu du territoire français et on va regarder ce qui se passe vraiment sur la planète. Ici, vous avez une comparaison donc, entre la consommation entre 1973, ça ne nous rajeunit pas, et 2015. Consommation énergétique sur le plan mondial, avec tout ce qui est relevé, donc le gaz naturel, pétrole, charbon, nucléaire, hydroélectrique, donc biofuel, c'est-à-dire fuel biologique, et déchets et autres. Alors si on regarde, sans vraiment s'intéresser à la valeur des chiffres, ou à ce que ça représente les unités, on peut voir qu'entre 1973 et 2015, on a doublé notre consommation énergétique. À l'échelle mondiale, on a, en 40 ans à peu près, on consomme 2 fois plus d'énergie. Depuis les années 70, on a explosé notre consommation énergétique. Comment se répartit cette consommation ? Si on regarde entre 1973 et 2015, on est passé de 1% de nucléaire à quasiment 5%. Donc on a augmenté la part du nucléaire. Les énergies renouvelables ne sont pas en reste, 1,9% en 1973 et 4% en 2015. Alors les pourcentages, c'est souvent des unités un petit peu trompeuses. Ce qu'il faut voir surtout, c'est les chiffres qui sont derrière. 55, 669, ça veut dire qu'on a multiplié le nucléaire, l'apport d'énergie par le nucléaire par un facteur 12. Donc on a énormément fait appel au nucléaire. Et qu'on a multiplié également les énergies renouvelables par un facteur 5. Donc on a développé quand même pas mal ces énergies-là. À côté de ça, celles qui posent problème, les énergies fossiles, on voit qu'elles étaient de l'ordre de 87% en 1973, 81% en 2015. Là, les pourcentages vous disent on a diminué notre consommation de fossiles, mais non, c'est pas vrai. Toujours pareil. Si on regarde ce qu'il y a derrière, donc les chiffres, on a multiplié par 2 notre consommation d'énergie fossile entre 1973 et 2015. Alors, c'est toujours pareil, c'est compliqué de se dire qu'est-ce que ça représente, donc 1 110 000. Moi, ça ne représente rien. Mais ce qu'il faut voir, c'est que par jour, on consomme 97,4 millions de barils de pétrole, ce qui fait 15,5 milliards de litres de pétrole par jour. Sur Terre, nous sommes actuellement environ 7,7 milliards, c'est-à-dire que chacun d'entre vous consomme tous les jours 2 litres de pétrole. Donc dès que vous vous levez, vous mettez le pied par terre, vous consommez 2 litres de pétrole, ce qui fait que vous consommez quand même par jour plus de pétrole que d'eau, ce qui est quand même assez étonnant. Juste parce que là, c'est beaucoup de chiffres qui circulent. Pour construire ces diagrammes, ces chiffres et autres, c'est quoi tes sources ? Comment tu fais pour retrouver ce type de sources ? Comment est-ce que tu nourris ce genre de choses ? Tout vient du World Energy Statistics. Alors effectivement, il y a des gens
qui tous les ans se regardent quels sont les... Alors la plupart des graphiques que je vais vous présenter sont issus ici, donc Keyword Energy Statistics. Tous les ans, ces personnes produisent ce type de diagramme, savoir où va la consommation énergétique, savoir ce que l'on consomme, savoir qui produit les énergies, qui les consomme, etc., pour à peu près tous les types d'énergie. Donc c'est vraiment cet office-là qui, tous les ans, produit quelque chose, alors qui est payant la première année, mais qui devient dans le domaine libre les années suivantes. Donc c'est pour ça que je n'ai pas les chiffres de 2018, mais que je suis obligé de m'arrêter à ceux de 2017, parce que ça coûte un certain prix. Voilà, mais en tout cas, tout vient à peu près de là. Moi, je viens de poser une question. On me fait signe éventuellement une question aussi par rapport peut-être à ces chiffres ou autres sujets dans la salle. Ouais, c'était simplement pour préciser. Là, on parle de l'ensemble de l'énergie, on ne parle pas que de la production d'électricité. Ah là, non, on parle de tout. De tout. Voilà. Alors, effectivement, alors la question peut être mise en débat. Le nucléaire, ça va produire de l'électricité, d'accord ? Le pétrole qu'on utilise va être utilisé, bien entendu, pour faire bouger nos véhicules, etc., mais va être utilisé dans les habits, va être utilisé pour faire de la chimie, pour produire des engrais ou ce genre de choses. C'est la consommation globale de nos ressources primaires. Donc pas forcément que pour l'énergie, effectivement, c'est la question des ressources énergétiques. Ça va être les ressources énergétiques, hein, donc, qui sont okay. Pour tout ce qui est utilisé. Donc ça va être le pétrole un petit peu aussi pour tout. Donc on a une dépendance aux énergies fossiles qui est encore très très forte. D'où la question suivante. On voit qu'on a doublé. Quels sont On voit qu'on a doublé effectivement utiliser ces questions de l'énergie fossile alors que leur part diminue, mais reste qu'elles sont doublées depuis 1975, que tu montrais juste avant. Alors du coup, quelles sont les conséquences de cette augmentation de consommation des énergies fossiles? Donc là, vous connaissez les règles maintenant. Stéphane est déjà là, prêt à vous regarder. Petit A, il n'y en aura plus d'énergie fossile, donc ça c'est une des conséquences. Petit B, on enrichit les producteurs de pétrole, c'est super. Petit C, on dérègle le climat. Je pense qu'on devrait avoir un peu de C quand même. Toutes les réponses sont bonnes. Petit D. 1, 2, 3, c'est parti. Tout le monde a voté. Top. Très bien. Donc là aussi, on va attendre la réponse, voir comment chacun se positionne. Il faudrait que je vote, moi aussi, la prochaine fois. Il faudrait que j'essaye de... Il faudrait que je vote là aussi la prochaine fois pour voir si je... Si tu ajustes. C'est ça. Ah, on me fait signe que c'est plus compliqué que prévu. Bon, d'habitude, ça marche beaucoup mieux, le petit système. On va mettre ça sur les problèmes d'énergie ou de Wi-Fi ou autre. Qu'est-ce qu'il fallait répondre? Alors, finalement, il est où? Voilà, ce serait plutôt, toutes les réponses sont bonnes. Alors, on enrichit les producteurs de pétrole, bien évidemment. Hein, forcément, ceux qui produisent le pétrole s'enrichissent là-dessus. Il n'y en aura plus, ce sont des énergies non renouvelables. Il va arriver un moment donné où il n'y en aura plus, ça j'y reviendrai. Et on dérègle le climat, pareil. Je vais y revenir juste après. Donc, il fallait plutôt répondre, finalement, la réponse D. Alors, je ne sais pas, je regarde Stéphane, Flora là-haut. Du coup, est-ce que vous arrivez? Non. D'accord, je boucle. Donc, si on commence déjà par le problème lié à ces sources d'énergie donc fossiles. Toujours issues vous voyez, toujours la même source. On a ici quel est les problèmes créés par ces sources d'énergie. Si on regarde quels sont les pays qui vont importer des énergies, qui utilisent de l'énergie, notamment du pétrole, on voit donc les États-Unis, la Chine, le gaz, le Japon, l'Allemagne, et le charbon, la République donc de Chine encore, et l'Inde. Alors, je vais parler après, je vais évoquer uniquement donc, tous ces pays-là. Hein, on voit que j'ai marqué dépendance mondiale. Parce que si on regarde, c'est qu'aucun des pays n'est épargné par l'importation, aucun des pays développés. Nous, la France, ici, on apparaît assez bas sur ces diagrammes. C'est dû à notre modèle énergétique, basé essentiellement sur les centrales nucléaires. Donc on a une dépendance mondiale néanmoins pour toutes ces sources d'énergie. Et je vais parler surtout du pétrole et du gaz, car comme j'ai dit, le charbon, alors on en consomme encore énormément, c'est bien un problème, mais souvent la Chine produit énormément de Japon qu'elle va autoconsommer, comme l'Inde. Donc ça, je vais le mettre un peu de côté. Par contre, si on regarde le pétrole et le gaz, c'est assez intéressant
parce que les pays qui consomment beaucoup ne sont pas forcément, ici, ce sont les pays exportateurs, ne sont pas les pays exportateurs. À savoir, vous voyez, les États-Unis en importent énormément, et pourtant c'est l'Arabie Saoudite qui exporte le plus de pétrole. Pour le gaz, c'est pareil. On regarde, c'est le Japon qui en consomme beaucoup, et pourtant c'est la Russie qui en a le plus. Que se passe-t-il lorsque quelqu'un veut quelque chose et que c'est l'autre qui l'a? Eh bien souvent, il y a des conflits. Donc ça, c'est vraiment un des soucis de ces sources fossiles, c'est que tout le monde n'en dispose pas comme il l'entend. Donc ça peut créer des conflits. Autre point donc, qui rejoint la question précédente, il n'y en aura plus. Bah oui, il n'y en aura plus. Si on regarde juste le pétrole, on a des réserves en baisse. Donc là, j'ai mis la mouette qui dit que le pétrole, ils en ont déjà fait le plein. Mais sous cet aspect-là, donc il y avait une étude qui avait montré en 2009 qu'on atteindrait un pic de production aux alentours de 2020. Pic de production, ça veut dire que vous produisez au maximum de ce que vous pouvez en pétrole. Après, si vous regardez, ça décroît, puisque les sources, le pétrole se tarit. Alors, si on rappelle que ce n'est pas les mêmes qui produisent que ceux qui consomment, les risques de conflit, quand on va atteindre cette pente-là, autant vous dire que ça va être encore plus embêtant. Alors, cette étude en 2009 ne tenait pas compte de nouvelles sources, par exemple. Nos amis américains, avec le gaz et le pétrole de schiste, donc, ont trouvé une nouvelle source pour se fournir encore en pétrole ou en gaz. Et donc, le pic est à présent décalé légèrement. Mais on va de toute façon atteindre, pour le pétrole, dans peu de temps, un pic de production. Pour le charbon et le gaz, on a moins de soucis. 120 années de gaz à peu près, 200 de charbon. C'est en évolution constante parce que ça dépend des nouvelles sources d'énergie. Ça dépend si on arrête la consommation de charbon ou on la diminue, on pourra aller plus loin. Mais en tout cas, ça ne pose pas vraiment de problème pour ces énergies-là. Par contre, problème qui est lié à toutes les énergies fossiles, le changement climatique. Alors, on le rabâche, on n'entend que ça dans les infos. Après, il y a les pour, il y a les contre. Je suis plutôt pour et je serais content d'en discuter avec vous si vous êtes contre. Néanmoins, on relie directement ici l'augmentation des températures à l'augmentation du CO2 atmosphérique. Qu'est-ce qui dégage du CO2? C'est lorsqu'on utilise le pétrole, le gaz ou le charbon, ça produit du CO2. À tel point que nous, alors on est impacté, on en parlait à midi au mois de février, il fait quand même une température extrêmement clémente, mais c'est un phénomène mondial qui touche en priorité les pôles. Et donc on avait même un prévisionniste de chez Météo France qui dit qu'au Groenland, donc la date c'est ici, donc c'était l'an dernier, à peu de choses près, le 25 février 2018, il disait qu'ils avaient relevé une température de 6,2 degrés, qui était une valeur exceptionnelle, qui était de 30 degrés à 35 degrés au-dessus des normales saisonnières. Donc si nous, on a l'impression qu'il fait chaud, les ours, eux, ça fait un moment qu'ils se rendent compte qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer. Donc problème des énergies fossiles. Énergie fossile, donc non renouvelable, on dit que ça posait des problèmes, risque de conflit, augmentation des températures, orientons-nous vers le tout nucléaire. Pourquoi pas? Est-ce qu'il y a des problèmes avec le nucléaire? On va retrouver effectivement des problèmes. Tout d'abord, les réserves. Comme pour le pétrole, réserve d'uranium envisagée, environ 135 ans. Donc, à un moment donné, si on veut envisager donc, une transition écologique qui tienne le coup, on ne va pas pouvoir faire que du nucléaire. La répartition géographique de l'uranium est très inégale. En France, on n'a pas d'uranium. On en utilise beaucoup, mais on n'en a pas. La gestion des déchets. Donc, on crée des déchets qu'on appelle déchets de haute réactivité à vie longue, de plusieurs milliers d'années. Pour l'instant, on a des solutions de stockage qui ne sont pas encore mises en œuvre. L'ANDRA y travaille, mais ce n'est pas encore mis en œuvre. Et enfin, les accidents industriels. Alors, ils sont peu courants, il y en a eu 3, donc les plus connus étant Tchernobyl et puis Fukushima. Mais néanmoins, à chaque fois, ça crée toujours des problèmes sur des zones géographiques assez grandes. Sur les énergies nucléaires, on peut voir aussi des opportunités. Ça, j'en parle, parce qu'actuellement, on développe, surtout le commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives,
développent de nouveaux types de réacteurs qui vont pouvoir éliminer les déchets qui sont actuellement produits. Donc on pourrait imaginer produire de l'énergie à partir de ça. Et aussi, on peut voir dans le futur se projeter complètement sur de la science-fiction, avec ce qu'on appelle la fusion. C'est le projet donc ITER à Cadarache, dans le sud de la France, un projet mondial qui est en train d'être monté. Donc pour l'instant, les énergies nucléaires ont aussi quelques problèmes. Alors que peut-on conclure de ce que je viens de dire? Tout d'abord, il faut diminuer donc les émissions de gaz à effet de serre. On veut réduire les tensions géopolitiques et passer à un régime de production plus sûr. Et bien, si vous ne l'aviez pas compris, c'est ce qu'on appelle la transition énergétique. C'est ça la transition énergétique. C'est changer de modèle de façon à pouvoir répondre à ces différentes questions. Donc, qui dit transition énergétique dit, on l'a vu, ça ne va pas être l'utilisation des énergies fossiles. Le nucléaire, pour l'instant, est encore limité. Il nous reste les énergies renouvelables. Donc, on va s'orienter pour cette transition énergétique énormément vers l'utilisation des énergies renouvelables. Donc, revoilà nos énergies renouvelables. Géothermie, hydrolien, barrage électrique, centrale à biomasse. Et j'ai mis à part le photovoltaïque et l'éolien. Je vais y revenir, mais c'est marqué à côté, qui sont ce qu'on appelle des énergies intermittentes. Intermittente veut dire que ça produit pas de façon continue. S'il y a du soleil, le photovoltaïque produit de l'énergie. S'il y a du vent, vos éoliennes fonctionnent. Vous n'avez pas de soleil, vous n'avez pas de vent, vous n'avez pas d'énergie. Pour ce qui est par contre de la géothermie, des barrages, etc., ce sont des sources d'énergie continues. Quand je dis difficile à mettre en œuvre, le coût, c'est essentiellement pour la géothermie et les barrages. Mais surtout, elles sont, tout du moins sur notre territoire, on a des quantités limitées. Il faut savoir que les barrages, on ne peut plus en construire en France, on a utilisé toutes nos possibilités. Et la géothermie, on n'a pas un sol propice à pouvoir l'utiliser. Bien entendu, sur les continus, j'ai mis à part la biomasse, parce que pour le coup, ce sont des unités de production qui utilisent essentiellement du bois ou des déchets agricoles. Ça, on en a. Ça ne coûte pas très très cher à en mettre en œuvre. Donc ça, c'est vraiment un petit peu un cas particulier. Si j'en reviens maintenant au photovoltaïque et à l'éolien qu'on met énormément en avant, donc ce qui sont les énergies intermittentes, j'en reviens à mon explication d'intermittence. Ici, vous avez sur une journée, donc produit source RTE, un réseau de transport d'électricité. Ils nous ont dit, voilà la production électrique sur une journée, voilà ce qui se passe. Alors si on regarde, et si on s'y intéresse d'un peu plus près, on voit que l'éolien, par exemple, produit très très peu vers 10 heures du matin, produit beaucoup pendant la nuit, alors que le solaire, bien entendu, ça va être centré sur la journée. Ça pose des soucis, puisque, imaginons, vous rentrez chez vous à 20h le soir, il y a très peu d'éolien, le solaire est terminé, vous voulez quand même allumer votre télé ou à minima votre ampoule. Or là, vous n'avez plus de production électrique. Donc il va falloir, en fait, ce qui serait bien, c'est que lorsqu'on a des pics ici, et que l'énergie n'est pas ou peu consommée, il va falloir la stocker. Stocker l'énergie lorsqu'elle est en excès, et pouvoir distribuer l'énergie que l'on vient de produire lorsqu'on en manque. Et ça nécessite ce que l'on appelle un vecteur énergétique. Donc un vecteur énergétique, c'est juste la définition qui vient après. C'est une méthode qui permet de transporter de l'énergie d'un endroit à un autre et de la stocker. Donc la question du pétrole, charbon et autres, c'est aussi des vecteurs énergétiques. Alors, ça peut être considéré comme des vecteurs énergétiques qu'on utilise, puisqu'on va pouvoir prendre le pétrole d'un endroit. C'est pour ça que le pétrole, je trouve vachement bien, à un autre. Autre vecteur énergétique, mais cette fois-ci, si on raisonne qu'en termes électriques, comme l'éolien et le photovoltaïque, ça produit l'électricité. Le vecteur énergétique que vous utilisez au quotidien, c'est l'électricité. On a des centrales électriques qui produisent des quantités d'énergie, puis qui sont acheminées vers, les particuliers. Quels sont les problèmes liés à l'utilisation de l'électricité? Ils peuvent être de deux natures. C'est justement la production centralisée, de grosses unités produisent, et l'électricité est acheminée jusqu'aux particuliers en suivant donc des câbles. Et en fait, on ne s'en rend pas compte, mais on a des pertes énormes le long de ces câbles pour l'acheminement électrique. Donc ça, c'est un des problèmes.
Autre problème de l'électricité, et là c'est plus vrai pour ce qui est donc tout ce qui serait photovoltaïque et l'éolien, c'est que le stockage est pas inefficace, j'étais peut-être un peu dur, mais pas optimum. Hein, vous avez du stockage électrochimique dans vos batteries, vous utilisez tous les jours, vous vous rendez compte qu'elles s'épuisent relativement vite et qu'elles sont longues à recharger. Donc deux problèmes qu'il faut supplanter, et c'est pourquoi je vais vous parler d'un nouveau vecteur énergétique, et c'est là où on en vient, à l'utilisation de l'hydrogène. Pourquoi l'hydrogène comme vecteur énergétique? Lui, il peut être produit de façon décentralisée. Donc là, vous voyez un chalet qui est équipé de panneaux photovoltaïques. Ici, une unité donc, de production et de stockage d'hydrogène. Donc vous pouvez avoir une autonomie, vous n'êtes pas relié au réseau, mais vous avez quand même de l'électricité. Et surtout, ce qui est l'avantage essentiel de l'hydrogène, c'est que vous pouvez stocker pendant plusieurs années ce vecteur et vous pouvez recharger très rapidement un réservoir, par exemple pour une voiture. Donc l'utilisation de l'hydrogène comme vecteur énergétique. Donc l'hydrogène, alors si on revient, je vais faire là, cette fois-ci un peu une part d'historique sur l'hydrogène et surtout son utilisation. Et j'ai marqué que c'était une idée pas si nouvelle. Jules Verne, alors qui était quand même un grand auteur, a dit déjà en 1874, donc c'est tiré de son livre L'île mystérieuse, qu'est-ce qu'on brûlera plus tard à la place du charbon, demanda le marin. L'eau, répondit Smith. L'hydrogène et l'oxygène, utilisés isolément ou simultanément, fourniront une source de chaleur et de lumière inépuisable, d'une densité que la houille ne saurait avoir. L'eau est le charbon de l'avenir. Donc Jules Verne, il voyait déjà des hommes marcher sur la Lune, autant dire que c'était plutôt quand même un visionnaire. Et comment il en est venu à cette idée-là? On en est là. Je ne m'attendais pas à cette question ici. Tu as changé les slides tout à l'heure, c'est ça? C'était pas celle-là, mais Fais celle-là était défiler changée. sinon. Mais une autre question alors. Avant d'enchaîner du coup, on se met la question. Ouais. Alors, normalement, ça marche. Si vous me voyez tout à l'heure faire ça à mes collègues, c'est que ça y est, du coup, si ça marche. Est-ce que par exemple, on peut avoir le résultat du vote dernier, juste avant de voter? Là, je leur donne un petit challenge là-haut. Voilà, il court, Stéphane, il est content qu'il ait fait ça, juste pour savoir s'il y avait une majorité de D dans les réponses qui avaient été faites tout à l'heure, ou si on était sur autre chose. Comme ça va permettre de faire un test, tout simplement, de voir si ça marche. Pendant cela, vous pouvez effectivement vous préparer à voter. Alors tout à l'heure, on avait une majorité de D, ok. Donc oui, c'était ça. C'est rassurant, c'était bien ça, Ouais, c'était bien ça. un peu tout. Très bien. Alors là, on rechante sur la nouvelle question. Donc 4 questions qui sont posées sur combien d'énergie de stocker dans 1 kg d'hydrogène. Donc dans 1 kg d'hydrogène, combien y aurait-il d'énergie de stocker? Je vais attendre, les propositions vont s'afficher, mais si c'est petit a, ça correspond, voilà, si on a donné une équivalence en termes d'essence, petit a, 0,5 kg d'essence dans 1 kg d'hydrogène. Non, 1 kg d'hydrogène, petit b, 1 kg d'hydrogène et 1 kg d'essence, c'est à peu près la même chose. Petit c, non, 1 kg d'hydrogène, c'est 3 kg d'essence, donc on va déjà un peu plus... Et d, carrément 100 kg d'essence dans 1 kg d'hydrogène. Alors, A, B, C, D, on lance bien, on regarde Stéphane. T'as tout le monde? C'est parti, merci. Et là, je vois du direct à nouveau. Bon, c'est la première fois que ça... Voilà, mais on a nos 2 ordinateurs qui ont planté apparemment là-haut, en synchrone. Et voilà, ça marche. Alors, A, B, C, D. Donc une grosse majorité de réponses qui disent, voilà, dans 1 kg d'hydrogène, on a environ 3 kg d'essence. Oui, voilà. On va le voir juste après, mais effectivement, donc c'était bien la réponse C qu'il fallait choisir. Donc c'était bien 3 kg d'essence. Donc une densité énergétique un peu plus élevée pour l'hydrogène que pour l'essence. 3 fois plus en termes de volume en tout cas. Alors après, enfin, en voilà. termes de poids, pardon. En termes de poids. Pas de poids. Ouais, en termes de poids, effectivement, et c'est là où on peut jouer sur beaucoup de chiffres. Justement, c'était Et l'erreur que je voulais pas faire. On va y revenir. Donc pour un poids équivalent, 3 fois plus. Donc environ 3 kg d'essence, on va y revenir tout de suite. Alors l'hydrogène, un petit peu de chimie, parce que comme vous l'avez vu, j'adore ça. Si on regarde la classification périodique des éléments, c'est ce grand tableau, vous avez tous les
Oui, excusez-moi, juste pour pas qu'on élève la voix. Ah, Bon, après le vote, je sais qu'on voilà, mais les qu'on gens a ont tendance à échangé. savoir si Voilà. on a raison ou tort. Non, non, donc c'était bien C, 3 kilos. Donc, classification périodique des éléments, vous avez tous les éléments chimiques qui sont représentés ici. Si vous regardez, l'hydrogène, c'est celui qui se trouve entouré. En haut à gauche, c'est le plus léger. C'est le plus simple des éléments, numéro atomique, donc 1. Constituant essentiel de l'univers, 75% en masse, 92% en nombre d'atomes. Si on regarde, en fait, on parle d'hydrogène, mais c'est un peu faux. Hein. Normalement, il faudrait parler de dihydrogène, puisque c'est l'association de deux atomes d'hydrogène, ici, qui forment la molécule. Alors, le dihydrogène, c'est un gaz incolore, inodore, non toxique. Et comme on vient de le dire, 1 kg d'hydrogène, ça donne à peu près donc 3 kg d'essence. Alors ça, il faut toujours prendre ces chiffres. Alors les chiffres, on peut en faire ce qu'on veut, et c'est souvent ce qu'on veut vendre. Ce qu'il faut faire attention, c'est que 1 kg d'hydrogène, c'est 12 225 litres à température ambiante. Donc ça fait un sacré volume. Alors qu'un kilo d'essence, la densité de l'essence est de 0,8, ça fait un peu moins d'1 litre. Ce qui se passe, donc quand même, on veut l'utiliser, c'est déjà utilisé dans certains véhicules, on va le comprimer à 700 bars, ça n'occupe plus qu'un volume de 17,7 litres. Mais voilà, faites attention donc avec ces chiffres, 1 kg ou en volume. Donc l'hydrogène, cet élément, il a une longue histoire. Et j'aime bien toujours un peu rendre quand même hommage à nos aînés. Ça a été découvert en 1766 par Cavendish, donc un Britannique. Il a plongé une lame métallique dans ce qu'on appelait de l'huile de vitriol, de l'acide sulfurique, et il a vu des bulles. C'était le premier à observer donc un dégagement gazeux. Le nom hydrogène vient de Lavoisier, un Français donc, qui lui a donné son nom un peu plus tard en 1781. Chose intéressante, en 1804, et ça va nous être très utile pour la suite, c'est que Gay-Lussac et Humboldt, donc un Français et un Allemand qui avaient travaillé ensemble, ont montré que l'eau était constituée d'oxygène et d'hydrogène. Et ça, c'est vraiment très important pour la suite de l'exposé. Une molécule d'eau, c'est finalement une association de deux atomes. Première pile à combustible, on la doit à Sir William Grove en 1839, un Anglais, qui découvre qu'en faisant réagir de l'oxygène et de l'hydrogène, on forme de l'eau et un courant. Rappel, Jules Verne, c'était 1874, donc il a certainement appuyé sur les travaux de Grove pour écrire son livre. Après, il va falloir quand même attendre une centaine d'années, 1959, pour avoir le premier prototype industriel d'une pile à combustible de 6 kW, donc grâce à Thomas Bacon, un Anglais. Dernière pile à combustible à avoir été utilisée, c'est en 1960 dans les programmes Apollo et Gemini, donc programme spatial qui utilisait donc des piles à combustible pour fournir l'énergie à bord des véhicules. Donc je m'arrête en 1960. Nous sommes en 2019. Que s'est-il passé depuis ? Depuis, on n'en a pas beaucoup parlé de l'hydrogène. C'est vrai, c'est revenu ces dernières années, mais c'est resté longtemps cantonné au sein des laboratoires de recherche. Comparé aux énergies qu'on avait, ou je dirais aux soucis qu'on se posait sur la transition énergétique, on n'avait pas énormément développé ce nouveau vecteur. Donc, ce qui n'est pas le cas actuellement, on va voir que on est revenu vers l'hydrogène. Et pourquoi on n'avait pas développé ce nouveau vecteur ? Essentiellement parce que l'hydrogène, je vous ai dit, il y en a énormément dans l'univers, mais il est difficile à exploiter. L'hydrogène seul, en fait, ça n'existe quasiment pas, sauf si on le produit. L'hydrogène, on va le trouver lié tout le temps à quelque chose, soit à du carbone. Et là, on retombe sur les hydrocarbures, pétrole, gaz naturel. On forme donc des longues chaînes, là c'est l'octane par exemple. Mais l'hydrogène n'est pas libre. On va le trouver dans la biomasse. L'hydrogène, vous en trouvez donc essentiellement dans tout ce qui est bois, végétaux, le corps humain bien entendu, etc. Et comme je l'ai dit juste avant, grâce à nos deux chercheurs, on sait que l'eau est composée d'un atome d'oxygène et de 2 atomes d'hydrogène. Alors l'eau, pour le coup, là on en a pas mal, ça recouvre à peu près 70% du globe.
Alors si il est difficile à exploiter, hein, c'est pour ça qu'il était très peu utilisé, on a quand même des moyens pour l'extraire à partir de ces différentes sources. Si on part par exemple, comme j'ai dit, des hydrocarbures, il est lié, donc l'hydrogène, on le trouve là. On le fait réagir avec de l'eau et on va produire de l'hydrogène, du monoxyde de carbone, qui réagit encore avec de l'eau pour produire de l'hydrogène. Le problème, si on regarde ici, c'est le CO2. Donc on produit certes de l'hydrogène, mais on produit également du CO2. Donc, si on produit du CO2, on ne s'affranchit aucunement des problèmes liés aux énergies fossiles. C'est-à-dire que premièrement, on a besoin d'énergie fossile, deuxièmement, on crée des gaz à effet de serre. Pour l'instant, 90% de l'hydrogène produit, il est fait par cette technique, parce que c'est le procédé le moins coûteux. Alors je vais quand même, comme je l'ai dit, production de gaz à effet de serre et utilisation d'hydrocarbures, ce n'est pas celui que je conseillerais d'utiliser pour la suite. La biomasse. Gazéification de la biomasse, en gros on fait des réactions chimiques. Ces réactions chimiques produisent également du CO2. Alors là je suis plus nuancé sur mon propos sur la biomasse, parce que c'est ce qu'on appelle souvent un cercle vertueux. C'est-à-dire qu'on prend de la biomasse, on utilise la biomasse, donc on produit de l'eau et de l'hydrogène, et il y a du CO2 qui est rejeté. Ce CO2 est à nouveau consommé par la biomasse pour pousser. En gros, la biomasse qui pousse utilise le CO2 que vous venez de produire. Ça fait une sorte de circuit. On ne rejette pas plus de CO2 dans l'atmosphère que l'on en a pris. Par contre, j'ai toujours un problème, et ça je l'ai rencontré lorsqu'on a commencé à utiliser des biocarburants, c'est le fait de faire des cultures pour de l'énergie. Alors nous sommes 7,7 milliards sur Terre, c'est pas près de diminuer, et on a déjà des problèmes à nourrir la population mondiale, mais si en plus on utilise des terres arables pour fabriquer de l'énergie, je ne suis pas persuadé que ce soit une bonne idée. Pour l'instant, donc, je vais la mettre de côté. Et j'en arrive donc à l'utilisation de l'eau. L'eau, on prend de l'eau du courant électrique, donc ici, et on fait de l'oxygène et de l'hydrogène. Donc a priori, cette fois-ci, on peut fournir de l'hydrogène, et surtout, on peut stocker les énergies intermittentes, puisque on a besoin de courant électrique, sous forme donc, de ce fameux vecteur énergétique hydrogène. Donc là, pour le coup, cette électrolyse, c'est du gagnant-gagnant, puisqu'on a stockage d'énergie et qu'on peut après déstocker, puisqu'on a un vecteur énergétique qui, cette fois-ci, est totalement propre, pas de production de CO2. Alors, si on en revient à mes petits schémas donc, fournis par RTE, on va produire l'hydrogène essentiellement. Alors là, la flèche est un peu décalée, elle devrait être plus vers midi. Mais on va produire essentiellement lorsque l'on va avoir beaucoup d'énergie qui est produite et qui ne sert à rien. Vous voyez, le vent, à minuit, il tourne à plein régime, or il n'y a personne qui en consomme. Donc on va pouvoir stocker cet hydrogène pendant les heures creuses. Donc l'intermittence, finalement, ne sera plus un problème majeur. Et ça permettra, donc l'hydrogène permettra de stocker une grande quantité d'énergie qu'on pourra déstocker quand on le souhaite. Alors, stocker l'hydrogène, je l'ai évoqué tout à l'heure, 17 000 litres à peu près sous pression atmosphérique. On a deux façons de le stocker. Soit on le refroidit. Alors, si on le refroidit, il faut le refroidir très très froid, moins 252 degrés Celsius. Donc, ça demande énormément d'énergie pour atteindre ces basses températures. Donc, c'est difficile en plus, après, de pouvoir manipuler un liquide qui se trouve à moins 252 degrés. Donc, on utilise de l'hydrogène liquide, essentiellement ce qu'on appelle des marchés de niche. La fusée Ariane en utilise, mais ce n'est pas fait pour le grand public. Pour le grand public, on va s'orienter plutôt vers le stockage gazeux, soit sous forme de solide. Donc là, je cite deux sociétés françaises, donc McPhy Energy qui stocke sous forme d'hydrure. C'est des gros disques métalliques qui stockent la forme de gaz, soit sous forme comprimée, donc ici à 700 bars pour l'automobile, donc ce sont des réservoirs. Et on l'a vu, on a donc 17 litres à peu près dans un réservoir. Donc vous avez de l'hydrogène, vous l'avez stocké, vous êtes content, il va falloir à présent le déstocker. Et on va s'intéresser au fonctionnement d'une pile à combustible qui est présentée ici par Arte. Merci Arte.
Vous avez votre hydrogène qui est injecté dans votre cellule. Vous voyez que cet hydrogène, donc la molécule d'hydrogène est cassée, et on produit des électrons qui remontent et viennent alimenter l'ampoule. Ces électrons, comme c'est un circuit, viennent de l'autre côté, s'associent avec l'oxygène et les protons pour former de l'eau. Donc on a donc hydrogène d'un côté, eau de l'autre, plus oxygène, et l'électricité. Donc à partir d'hydrogène et d'oxygène, on ne forme qu'un courant et de la chaleur. Il n'y a pas de production de CO2 si votre hydrogène initial est produit de façon propre. Donc, à mon sens, c'est parfaitement adapté à la transition énergétique puisque ça répond point par point à tous les questionnements. On peut produire en local votre énergie qui ne fait pas de CO2, donc il ne risque pas d'y avoir de problème politique. Donc, H2, un pas vers la transition énergétique. L'hydrogène, donc, ça va un peu conclure ce que je viens de dire. Ça résout les problèmes d'intermittence des énergies renouvelables. On électrolyse de l'eau, on produit de l'hydrogène. L'hydrogène peut être stocké et transporté sous forme gazeuse. Vous pouvez utiliser des pipelines ou le transporter par camion. Et enfin, vous pouvez facilement convertir cet hydrogène en énergie grâce à la pile à combustible que je vous ai présentée précédemment. Donc, depuis ces dernières années, ça y est, on est revenu à l'hydrogène. Vous avez notamment des applications concrètes. Là, ici, vous avez l'Energy Observer, donc un bateau qui est parti pour faire un tour du monde pendant 6 ans. Si vous regardez, il est bardé de panneaux photovoltaïques et d'éoliennes, donc éoliennes verticales, c'est un autre concept d'éolienne. Et là, le concept de ce bateau, c'est qu'il produit son énergie pendant la journée ou quand il y a du vent, il le stocke sous forme d'hydrogène à bord et il l'utilise quand il en a besoin. Donc là, c'est vraiment une application donc, mobile de production et consommation d'hydrogène. Toyota Mirai, donc nos amis japonais qui ont un train d'avance sur nous, voire 2 sur l'hydrogène, commercialise depuis 2015 un véhicule entièrement propulsé à l'hydrogène. Il est arrivé en France en 2018. Alstom a fourni l'Allemagne en septembre 2018 avec ces beaux trains qui sont propulsés également eux aussi à l'hydrogène. Donc il y en a 9 qui sont actuellement en circulation. Et enfin, plus proche de chez vous, vous avez des vélos à hydrogène qui vont être mis normalement à l'exploitation à Saint-Lô, courant du printemps, donc pour le public. Donc vous voyez ici, c'est une assistance au pédalage. Au lieu que ce soit une batterie, c'est une cellule donc, de pile à combustible qui alimente le vélo. Ça, ce sont des applications mobiles, mais il y a aussi tout ce qu'on imagine un peu moins, les applications stationnaires. Donc toujours nos amis japonais qui ont vendu à 220 000 foyers depuis 2012 ce type de chaudière. Ce sont donc des chaudières que vous mettez à l'extérieur de votre maison et qui produisent de l'électricité et de la chaleur, enfin de l'eau chaude. Donc vous avez directement une unité chez vous qui produit chaleur et électricité. Vous avez ici une unité nettement plus conséquente qui cette fois-ci est faite pour alimenter tout un bâtiment, mais ça existe déjà. Donc, j'avais intitulé cette diapo « Un avenir vert à construire, une société sans CO2 ». Et là, j'attire l'attention sur Clean Technica, qui a pondu cette étude-là, en 2015. Alors, je la trouve très intéressante. Alors, pourquoi déjà, parce qu'elle parle d'hydrogène, vous avez compris, c'est un peu mon dada. L'hydrogène, on l'aura ici, électrolyseur, avec les énergies renouvelables, stockage et utilisation. Mais surtout, elle montre que la transition énergétique ne va pas se faire qu'avec l'hydrogène. On va avoir besoin de tout un panel de sources d'énergie, bioréacteurs, de stockage. Les batteries électriques traditionnelles se développent. On a aussi un grand gap actuellement sur les recherches sur ces batteries-là. Et donc tout ça sera à même de faire tourner notre société, avec, on voit ici les maisons ou les déplacements. Ce qu'il faut, c'est pas laisser d'autres énergies ou d'autres vecteurs énergétiques, même si l'hydrogène, comme j'ai dit, devra avoir son rôle à jouer. Donc, en quoi va tenir cette transition énergétique? Et là, je vais me tourner plutôt vers vous, parce que moi, à la limite, j'y crois, mais c'est peut-être pas le cas de tout le monde. Il va falloir déjà qu'on ait une certaine acceptabilité
Financière, la première question que j'ai eue ce matin, c'est quel est le prix d'une pile à combustible? Très très cher, donc pour l'instant, on ne peut pas installer ça chez soi. Après, ça va être aussi politique, hein. Peut-être qu'on va pouvoir... Je reviendrai après. Après, ça peut être politique et social. Il faut voir que est-ce qu'on veut accepter d'avoir une chaudière comme ça à l'hydrogène chez soi? Est-ce que ça pose des problèmes en termes de sécurité? Qu'en pensent les gens de cette acceptabilité? Ça va demander de l'initiative et de l'audace, parce que là, on met à plat tout un système centralisé, managé, qui tourne bien. Je dirais la production électrique en France, on n'a quand même pas à se plaindre. Pas de coupure de réseau, on a de l'électricité quand on veut. Mais si on veut faire de l'énergie, de la production décentralisée, là, il va falloir que des gens se prennent en main, qui prennent en main la production d'énergie, son stockage, la redistribution. Donc ça demande un petit peu quand même de passer au-dessus de certains préjugés. La prise en main de nouveaux outils. Alors vous êtes jeune, ça ne vous pose peut-être pas de problème, mais les aînés sont souvent réfractaires au changement. Il y a des jeunes aussi d'ailleurs. Et donc souvent les nouveaux outils entraînent de nouveaux usages et les personnes, c'était mieux avant, hein, si vous ne l'avez jamais entendu, je vous le dis maintenant, c'est une phrase que l'on entend tout le temps. Donc il va falloir combattre un petit peu ça si on veut prendre en main de nouveaux outils. Donc c'est vraiment la société qui orientera, donc, et par ce pas vous-même, qui orienterez donc la transition énergétique de par vos choix. Alors, il y avait une main qui se levait juste là, le temps Ouais, de je vais laisser à m'arrêter là. Virginie le temps de se rapprocher. Je voulais t'en poser une, moi, juste avant. Deux sujets que j'ai pas forcément vu ici, peut-être possible de venir te titiller, mais la question des matériaux pour faire les piles à combustible et les batteries traditionnelles, est-ce que c'est la même chose? Parce que là, tu passes un petit peu sous silence la question de c'est quoi les matériaux pour fabriquer toutes ces nouvelles choses et qui sont peut-être un peu plus compliquées. Et après, on prend la question juste ici dans la salle. Ce que je vais faire, le plus simple, pour les matériaux, on va revenir sur les applications. Ce qui est application mobile, on va utiliser ce qu'on appelle des polymères. Alors, le plus couramment, c'est du plastique. Le plastique autour de vous, on appelle ça des matériaux polymères. Application mobile, c'est donc des systèmes Donc du pétrole pour fabriquer Alors, les polymères. Du pétrole, ah oui. Non, mais le pétrole, c'est ce que je dis, c'est fabuleux. Mais, enfin, voilà, toute proportion gardée. Mais on va effectivement avoir besoin de fabriquer à partir d'une base. Donc si on pouvait garder le pétrole plutôt pour faire ce type de système et pas le brûler bêtement, parce que finalement le brûler juste pour faire chauffer et faire tourner une turbine, c'est pas la meilleure idée qu'on ait eue. Donc ici, ça va être ce qu'on appelle des applications polymères, température de fonctionnement des systèmes en dessous de 100 degrés. Donc c'est pour des applications plutôt mobiles. Même le train d'Alstom est propulsé avec des membranes polymères, pareil pour le vélo ou la voiture. Sur des applications stationnaires, là on change de gamme de matériaux. Je vous ai dit j'étais céramiste pour les piles à combustible. Typiquement, c'est là où on va utiliser les céramiques. Ça va être dans ce type de module, donc ici, et dans ce type de module-là, on a des systèmes qui travaillent cette fois-ci. Alors au début c'était 1000 degrés, maintenant on est entre 500 et 600 degrés pour les températures de fonctionnement. On a besoin donc ça génère énormément de chaleur, on a besoin de récupérer cette énergie thermique, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, donc ça va être des systèmes essentiellement stationnaires. Autre problème des céramiques, c'est fragile, très fragile, ça ne supporte pas le choc, donc c'est pour ça que sur des systèmes mobiles, sur une voiture ou un vélo où on peut avoir des petits chocs, ça ne peut pas être envisagé. Mais pour des systèmes stationnaires, le rendement étant beaucoup plus élevé, on va plutôt passer sur des matériaux céramiques. Voilà sur la question matériaux. Ouais, ma question était la suivante. Pour beaucoup de personnes, l'hydrogène, c'est synonyme de catastrophe. Beaucoup de personnes pensent aux zeppelins. Beaucoup de personnes pensent aussi, quand on a une voiture à hydrogène, qu'on ne peut pas la garer dans un parking souterrain. Et il y a différentes applications. Même qu'on va tout bêtement prendre une assurance de voiture, si on a une voiture à hydrogène, on va avoir une surcote qui va être importante. Comment on arrive à faire passer cette possibilité qui est intéressante, néanmoins, mais il y a quand même des contraintes quand même assez importantes là-dessus. Alors là, il y a deux aspects à votre question. Il y a la première, aspect sociétal. L'hydrogène fait peur. Alors ça, c'est ce que je dis. Ça passe par l'acceptabilité. Alors, il ne faut pas croire que je suis l'ayatollah de l'hydrogène, mais le Zeppelin, en fait, avait commencé à brûler à cause de charges statiques en surface. Enfin bon, bref. Si l'hydrogène avait été le problème, ça aurait fait une torche un peu plus rapide et spontanée, voire une explosion. Néanmoins, l'hydrogène fait peur. C'est un gaz. C'est un gaz. Ça demande une gestion des gaz assez particulière. Et c'est là où on aborde le deuxième aspect de votre question, qui est la législation. Comment gérer les gaz? Alors, on le fait très bien.
avec le gaz de ville. Hein. On a du gaz. Moi, personnellement, je suis chauffé avec une chaudière à gaz. J'ai une conduite de gaz qui arrive directement chez moi. Or, le gaz, c'est les mêmes problèmes. Ça peut exploser, ça peut s'enflammer, c'est en sous-sol. Pourtant, ça ne pose pas de problème, je dirais, enfin moi ça ne me pose pas de problème, ni au commun des mortels. Ce qu'il faut, c'est effectivement éduquer les gens. Ça va être peut-être d'autres façons de procéder, d'autres procédures. Hein. Quand vous allez recharger à 700 bars un réservoir, pour l'instant, je ne mettrai peut-être pas forcément le pistolet dans les mains du premier kidam venu. Mais c'est pareil avec votre pistolet, vous avez votre diesel. Si vous commencez à en mettre partout sur votre bagnole, vous savez que ça ne va pas être très bon. Ça demande vraiment donc une acceptabilité. Il va falloir éduquer et vraiment, après, dès une législation adaptée, le parking, le GPL, c'était pareil, hein, garer les voitures GPL dans un parking. Comment on fait? Les assurances, alors ça je ne suis pas au fait du coût des assurances, mais ça ne m'étonnerait pas. Mais étant donné que les véhicules sont quand même en vente, je pense qu'il y a des solutions. Ça m'étonnerait que l'État français laisse des véhicules non assurés sur les routes. Là-dessus, il n'y a pas de souci, mais vous avez un surcoût. Alors collez bien le micro. Vous avez une surcote, toujours. Hein. J'ai pas entendu. Vous avez une surcote par rapport à votre achat. Donc c'est toujours. Il y a peut-être une surcote. Ça implique un non-choix par rapport à ça. Si vous avez un problème financier, vous n'allez pas. Même sur d'autres détails, sur les pompiers, intervention d'un feu de voiture. Les règles de sécurité en termes d'utilisation du pétrole ou d'une bonbonne à 700 bars d'hydrogène, les règles d'intervention ne sont pas les mêmes. Les pompiers s'entraînent déjà. Le mieux, le plus rigolo étant les Tesla. Pile au lithium, vous arrosez le lithium, ça prend feu. Donc comment on fait pour arrêter un feu de bagnole qui peut prendre feu? Bref. Mais tout ça, effectivement, ce sont des bonnes questions. Et il va falloir que ce soit traité, géré. À un moment donné, il faut légiférer. Et c'est le problème avec l'hydrogène, c'est que des fois, on n'a même pas de borne, on ne sait pas où s'arrêter. J'en discutais. Le stockage pour les gens, c'était 100 kg d'hydrogène. Donc quand je vous ai dit qu'un kilo, ça faisait 17 000 litres à pression ambiante, vous imaginez 100 kg. Ça paraît un peu délirant. Ouais. Alors, juste pour la petite anecdote, il se trouve que là, on parlait de feu haute. Les véhicules à hydrogène aujourd'hui qui existent ici en Normandie sont chez les pompiers. Donc nous, quand on amène des démonstrateurs de véhicules à hydrogène, c'est des véhicules de pompiers. Donc c'est aussi intéressant de se dire que tiens, les personnes qui les utilisent, en l'occurrence, ce sont les pompiers. Donc là, on est parti sur un jeu de questions-réponses. Vous l'avez compris, on arrive à la fin un petit peu de cette présentation. Oui, du coup, j'ai oublié la dernière question, par contre. On aura un autre petit questionnaire qu'on fera juste avant de partir, s'il faut. D'autres éléments éventuellement voilà. Première question ici, on a un petit quart d'heure, voilà, les mains se lèvent, vous avez compris le principe, vous levez la main, il ne faut pas hésiter à chahuter un petit peu Lionel, il est là aussi pour répondre aux questions. Oui. Donc une question ici, après il y en aura deux là, on vous écoute. Simplement, la question du rendement entre le moment où on va recharger la pile à hydrogène et après, donc on va la charger avec de l'électricité, on va la décharger avec de l'électricité, quel est le rendement ? Alors, je ne peux pas vous donner de chiffres, mais très mauvais. Alors, on part, imaginons, du soleil. Je ne vais pas traiter qu'un exemple, mais ça pourrait être adapté. On utilise des cellules photovoltaïques, si on imagine qu'elles ont un très bon rendement de 10%. Bon. On va prendre le gaz, qu'on va comprimer, on y perd. On le stocke, on l'utilise dans les piles. Donc déjà, la compression, on est à 40%. Donc, pardon, à l'électrolyse, excusez-moi, on est à 40%. Cet hydrogène produit, on le comprime, on utilise de l'énergie, et on l'utilise ensuite sous forme d'hydrogène pour faire de l'électricité, on est de l'ordre de 70%. Si vous faites toute la chaîne, c'est très mauvais. Je suis d'accord avec vous. Alors, il y a deux réponses à cela. La première, c'est que ça reste totalement décarboné. On ne pollue pas. Alors après, on peut juger du rendement. Est-ce qu'on est dans une société de rendement ou dans une société de pollution? C'est là où justement la transition énergétique va se faire aussi. Enfin, à mon sens, c'est là où c'est important. Le rendement, même s'il est de 2% sur l'énergie solaire qui ne nous coûte rien, 2% de rien, ça fait toujours rien. Ça c'est pas l'économiste qui parle, c'est vraiment juste une vision la plus belle des choses. Ensuite, ce qu'il faut voir sur l'hydrogène, c'est qu'il y a beaucoup d'applications actuelles et c'est en plein boom. On a des recherches qui avancent à grands pas. La semaine dernière, on a reçu un email disant que les Belges étaient en train d'installer donc des productions d'hydrogène qui avaient déjà un rendement global de 20%, directement par des panneaux photovoltaïques. On enlève toute une partie de la chaîne. On a directement de l'hydrogène. Donc c'est encore vraiment en plein boom. Et vraiment, l'argument pour moi qui reste quand même essentiel, c'est le fait de pouvoir stocker cette énergie que de toute façon, on n'utiliserait pas.
Votre énergie, lorsqu'elle est envoyée sur le réseau, ERDF est obligé de revendre à perte à d'autres pays pour qu'ils encaissent le surplus d'énergie. Parce qu'on n'arrive pas, on ne sait pas stocker autant d'énergie. Donc voilà. C'est un moindre mal pour faire un... À mon sens, c'est même pas un mal. C'est une même autre pas un mal. solution. Voilà. Deux Je sais pas si questions, ça- deux autres questions ici. Oui. Petite question, par curiosité, pour la création de la pile à combustible et pour le recyclage, est-ce qu'il est polluant ou pas? Excuse-moi, j'ai Alors, pas. j'ai pas voilà, entendu. donne une petite consigne quand on prend le micro, n'hésitez pas à la rapprocher vraiment du menton, D'accord. comme je le fais là. Et Ouais. Pour la question, c'est est-ce que pour la création et pour le recyclage de la pile à combustible, est-ce qu'il y a justement de la pollution ou pas du tout? cette fameuse pile à combustible, les matériaux, d'où ça vient, comment c'est... C'est une bonne question, parce que pour l'instant, j'ai pas de réponse. Comme dans tout objet, il y a une chaîne de valeur à créer. C'est-à-dire que le recyclage des systèmes piles à combustible deviendra intéressant lorsque vous en aurez suffisamment vendu. Actuellement, comme j'ai dit, il y a certains systèmes qui sont en place, donc surtout au Japon, 220 000 par exemple, mais si on compare au nombre de Japonais qu'il y a, c'est vraiment un épiphénomène. C'est pareil pour les véhicules. Et je pense pas, je ne sais pas, je veux pas juger, je ne sais pas, j'ai pas fait de recherche, mais à l'heure actuelle, le recyclage des piles à combustible n'a pas été envisagé ou très peu envisagé. Ça, c'est un vrai problème, une vraie question qu'il va falloir soulever. Parce que si on parle de 10 véhicules, ça va passer, hein, à la limite on les stocke, mais lorsqu'on va tomber sur une flotte de 500 000 véhicules, qu'est-ce qu'on en fait au bout de 10 ans? Le même problème se pose pour les véhicules électriques. Hein. Les batteries, on ne sait pas trop quoi en faire. Donc, et là, ils se rendent compte que c'est un problème. Mais on a déjà des filières sur les batteries qui étaient déjà un peu plus en place, donc je pense que le choc sera moins violent. Oui, parce que dans les céramiques, c'est difficile. Une fois que c'est cuit, qu'on a fait une céramique, séparer les éléments d'une céramique, C'est très compliqué. C'est très Ouais. compliqué ou c'est impossible? Rien n'est impossible. D'accord. C'est très compliqué. J'ai cru voir une autre bras se lever juste ici derrière. Peut-être plus forcément envie de poser la question. Il ne faut pas hésiter, hein, c'est le moment ou jamais. On a encore un tout petit quart d'heure devant nous. Non, il y avait deux mains qui se levaient par ici. Non, sinon on revient au centre. Balle au centre à nouveau. C'est simplement dans le même ordre d'idée. C'est quoi la durée de vie d'une pile à combustible? Alors ça dépend des systèmes, comme on l'a vu, polymère ou céramique. Alors ça peut, pour l'instant, je vais parler plus des céramiques parce que c'est là où je m'y connais un peu plus. C'était des durées de vie de 4 à 5 ans du cœur de pile. Donc tous les 4 à 5 ans, il faut venir et enlever le cœur de pile et venir le remettre en place. D'accord? Pour le particulier, sur les systèmes Enepharm. Donc pareil. Ça a évolué. Alors c'était le mois dernier. Donc il y a Siemens qui a sorti une pile qui avait tourné 7 ans. Donc ils l'ont fait tourner pendant 7 ans. Et là ils sont en train de regarder vraiment comment ça s'est passé, etc. Comment ça s'use? Pourquoi ça s'use du coup? Alors essentiellement c'est parce qu'on a des réactions entre les différents matériaux et qu'au bout d'un moment ces réactions produisent de nouveaux matériaux qui ne sont pas bons pour la conductivité du cœur de pile. Voilà, donc on use le matériau comme ça. C'est essentiellement pour ça. C'est pour ça que ça dure assez longtemps. Plus vous augmentez la température, plus ces réactions vont aller vite généralement. Donc c'est pour ça qu'on a amené, j'ai dit au début, c'était des systèmes qui tournaient à 1000 degrés Celsius. Hein, ça fait quand même c'est des températures pas faciles à mettre en œuvre et surtout pas faciles à contenir. Maintenant, on est aux alentours de 500. 500, c'est plus facile à manager. Hein, on peut utiliser même des aciers pour... Je ne rentre pas dans les détails, on pourra discuter vraiment comment est structurée après une pile. Mais voilà, c'est 4 à 5 ans pour le cœur de pile, actuellement. Mais c'est en constante évolution et ça va assez vite aussi. Moi j'avais une question, sauf si une autre main aussi se lève dans la salle. Là tu t'as indiqué d'utiliser surtout le vecteur hydrogène pour la question des énergies renouvelables. Donc tu as cité, tu en as cité pas mal, mais est-ce qu'il n'y a pas aussi un souhait de la filière nucléaire de dire chouette, l'hydrogène, c'est aussi une bonne façon de légitimer un peu plus le nucléaire qui pourrait ne pas avoir le vent en poupe, et c'est une façon de redorer un peu le blason, puisqu'on sait qu'il y a beaucoup de pertes sur le nucléaire, que entre l'hiver et autres, il y a des questions là-dessus. Est-ce que c'est pas une façon un peu détournée de nous revendre le nucléaire mais au travers de l'hydrogène? Alors, on peut effectivement produire énormément d'hydrogène à partir du nucléaire. L'avantage
d'utiliser une centrale nucléaire. Pour les systèmes haute température, pile à combustible, c'est exactement pareil pour les électrolyseurs. Il y en a qui sont à basse température et d'autres à haute température. En fait, c'est une pile inversée, donc les températures restent les mêmes. Mais si on utilise une centrale nucléaire, ils ont un déchet qu'ils valorisent assez peu, c'est la chaleur qui est produite, qui pour eux est un déchet qui balance le plus souvent soit en mer, soit dans les cours d'eau. En été, ça pose de nombreux problèmes, notamment pour la faune et la flore aquatique. Or, si on récupérait ces calories, on pourrait les utiliser pour produire beaucoup d'hydrogène à moindre coût électrique. Donc on pourrait valoriser encore effectivement l'énergie nucléaire et se mettre, je dirais, en queue de réacteur, utiliser l'électricité lorsque le réseau n'en a pas trop besoin et l'énergie résiduelle des centrales pour pouvoir produire de l'hydrogène. Alors j'avais une main qui se levait ici. Hop, merci. Du coup, c'était une question. Si la pile à hydrogène, on l'a depuis assez longtemps, pourquoi on ne l'a pas utilisée? Et question qui rejoint, c'est est-ce que les gouvernements actuels vont dire oui en fait pour ça, alors que l'industrie actuelle sur le charbon ou le pétrole marche très bien? Même si c'est absolument pas du tout bon pour le climat. Alors moi sur la partie politique, juste réagir rapidement peut-être, parce que pour le coup, nous, si on est aussi aujourd'hui dans cette rencontre, il y a beaucoup de choses qui sont développées ici en région. Il y a une volonté, on va dire, politique ici en région de dire que la Normandie devient une région hydrogène. Qu'est-ce que ça veut dire derrière? C'est un autre sujet. Le fait de faire cette conférence avec vous, c'est aussi une façon pour nous d'essayer de questionner aussi la population et de travailler avec la population pour faire émerger ces sujets. On a un groupe de jeunes qui travaillent là en ce moment à l'étage sur cette question de quel prototype fabriquer sur l'hydrogène. Ici, le Dôme est soutenu dans le cadre de programmes de recherche et de programmes poussés aussi par la région, justement pour venir questionner ça. On a je crois savoir qu'il y a des personnes ici dans la salle qui se réunissent aussi ici le dernier mercredi de chaque mois pour essayer de s'emparer de ces questions d'hydrogène. Donc on va dire que ça frémit, en tout cas au niveau politique. Et je te laisse la parole plus sur le côté technique et scientifique de comment ça fait que ça dure depuis si longtemps et qu'on le sort de notre chapeau que maintenant. Pour compléter la partie politique, on fait partie d'une ANR, c'est-à-dire c'est un projet commun entre plusieurs régions sur cette thématique hydrogène justement. Alors, sur l'aspect technique, alors comme je l'ai évoqué, effectivement, depuis, donc ça a été découvert en 1839, c'est un petit peu comme les véhicules électriques. Les véhicules électriques, ça a été les premières voitures électriques datent pas d'hier. On avait même fait des véhicules qui roulaient très très vite. Le souci, on a eu entre-temps le pétrole. Le pétrole, comme j'ai dit, ça coûte pas cher, c'est facile à transporter, c'est facile à utiliser. On ne se posait pas de question de savoir est-ce que ça dérègle notre planète. On n'en avait pas conscience, même si on a une vidéo d'Haroun Taziev qui tourne en ce moment, qui montre que dès les années 70, il disait qu'il risquait d'y avoir quelques problèmes. Il l'avait déjà évoqué en 70, c'était quand même assez fort. Mais voilà, on avait le pétrole. À quoi sert de développer quelque chose qui ne rapporte rien financièrement et qui finalement, si on regarde, va être un peu moins efficace que ce qu'on a déjà à mettre en œuvre? Donc, d'où cet arrêt. Alors, ça n'a pas été arrêté dans les laboratoires, y compris sur les batteries pour des véhicules électriques, ça a continué. Mais c'est pour ça qu'on a eu vraiment un arrêt, un coup de stop, et on est passé au tout pétrole. Et là, maintenant, transition énergétique, manque de ressources, température en pleine augmentation. On a une volonté forte donc, des gens de vouloir passer outre cette utilisation d'énergie fossile, ce qui se répercute aussi sur les politiques et donc sur l'utilisation de nouveaux vecteurs énergétiques. Voilà. Alors on va prendre deux dernières questions, au moins une dernière, mais voilà, c'est le moment ou jamais. Si certains veulent plus d'informations, critiquer, voir s'il y a des choses que vous n'avez pas forcément comprises. C'est bon pour tout le monde? Écoutez, on va vous poser alors dans ce cas-là la dernière question. On va utiliser une dernière fois les feuilles que vous avez entre vos mains et de façon aussi à vous questionner à la fin de 7h30 passée ensemble. Déjà, merci pour votre attention. Donc, maintenant, vous le connaissez, c'est Stéphane. Il a un smartphone. Il fait des photos. Vous pouvez montrer. Alors, question A. Vous, l'hydrogène, oui, pour les usages domestiques, se déplacer, chauffer, mais pas plus que ça. Allez, oui, parce que c'est tendance, quoi. Un grand oui pour la planète, ou alors plutôt D. Non, mais l'hydrogène, là, vous ne m'avez pas convaincu, ça m'a l'air un peu tout pourri. Alors, je vois qu'il y a des feuilles qui viennent de tomber par terre. On lève les bras. Attention, Stéphane. 1, 2, 3.
c'est fait. On va voir le résultat. Alors, comme on le signalait, vous pouvez retrouver... Là, on va voir la réponse. Ah oui, c'est... Un grand oui pour la planète? Ok. Il y en a 6 quels sont les 6 qui veulent être tendance? Oui, c'est ça. Qui n'assument pas. Ou alors qui sont mal saisis de leur feuille peut-être. Voilà un peu c'est assez déclaratif, on va dire, mais la capture, la photo de fin du coup de cette rencontre. Merci Lionel du coup d'avoir échangé avec nous, Merci d'être venu à toi. de Dijon jusqu'ici. Merci à vous pour votre attention. Toutes les informations. Voilà. Merci à nouveau, effectivement, la région et le rectorat avec qui on travaille pour mener ces partenariats. Merci Virginie aussi qui a organisé tout ça. Vous pouvez retourner, on a un site qui s'appelle Écosciences, sur lequel il y a tout un dossier sur les programmes de recherche justement, le programme TETIS, sur lequel on est. Vous pouvez retrouver énormément d'informations, sur les questions des bilans énergétiques aussi, pas mal de ressources. Je le dis si jamais certains enseignants ou même étudiants sont là, le dernier mercredi de chaque mois, on essaye de réaliser des choses autour de l'hydrogène ici pour de vrai. Donc si le lieu vous intéresse, n'hésitez pas à venir voir et à venir tester des choses avec nous. Ça se passe au 2e étage. Je ne sais pas s'il est possible de faire un petit tour au 2e étage pour ceux qui n'ont pas leur bus tout de suite. Éventuellement, Virginie peut vous emmener au 2e étage. Voilà le Fab Lab. Merci à tous. À bientôt. Et la vidéo sera retrouvée sur Internet dans les prochains jours ou semaines. Merci Flora. Merci Stéphane pour avoir assuré la technique là-haut. Et à bientôt.